Ça fait longtemps que je fais des films, mais que ce soit à plusieurs places d'ailleurs, pas forcément en tant que réalisateur. Le moteur, en tout cas, de ce qui m'a toujours attiré, c'est d'être excessivement curieux et curieux des gens. Je sais pas si, voilà, a priori, ça devrait décrire ce que je suis ou mon parcours, j'espère. Euh, pour le projet, en fait, compte, enfin, pour Solo, ça a commencé par une rencontre, en fin de compte, avec l'hôpital au départ. J'étais à Buenos Aires et justement par curiosité, j'étais dans cet hôpital qui était qui est célèbre en Amérique du Sud parce que c'est le plus grand, parce que c'est une petite ville dans la ville, qu'il y a 1500 patients dans l'hôpital, plus le personnel, plus le personnel, que il est énorme il s'étale sur 2 dizaines d'hectares, qu'il a eu un certain nombre d'expériences dans cette psychiatrie, de une approche moins médicamenteuse, qu'il y a de l'artothérapie dedans, etc. Et puis il y a eu beaucoup d'événements qui s'y sont passés. Euh, Au-delà de ça, en fin de compte, quand je suis venu la première fois ou les premières fois à l'hôpital, ce qui me frappait, c'était les gens, en fin de compte, les patients et la liberté qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de l'hôpital. Et je me suis dit bon bah je vais revenir plusieurs fois parce que euh, j'ai juste j'ai envie de faire un film dans dans l'hôpital, mais je voulais pas le faire sur l'hôpital. Je savais dès le départ que c'était avec au moins plusieurs patients ou avec un patient en particulier. Et je suis revenu, j'ai laissé les choses se faire un petit peu toutes seules. Euh, Jusqu'au moment où j'ai rencontré Martine. Et quand j'ai rencontré Martine, en fait, je l'ai pas rencontré, je l'ai entendu d'abord. J'ai entendu, il jouait du piano, il jouait un truc assez compliqué dans un des centres culturels de l'hôpital, et depuis la fenêtre venait du Rachmaninoff ou du Chopin, je me souviens plus exactement, mais en tout cas c'était vachement compliqué, et c'était visible que bon, c'était pas juste quelqu'un qui joue un peu du piano, mais que c'était quelqu'un qui avait qui était excessivement bon, et on a commencé à parler après, et ce qui m'a tout de suite attiré, en fin de compte, c'était qu'il avait un rapport quasiment fusionnel avec la musique, avec le fait de jouer ou avec le fait de composer, et que la musique était juste un élément vital un élément vital pour lui, que c'est à peu près la même fonction que chez d'autres personnes peut avoir le sang qui coule dans les veines, un cœur qui bat. Ben pour lui, il y avait la musique, comme le foie, les rats, etc. Ben voilà, il y avait la musique, et que euh, et que son voilà. Et un petit peu plus tard, je me suis rendu compte que bon, il était rentré à l'hôpital. Une des raisons pour lesquelles il était rentré à l'hôpital psychiatrique était, il avait été amené en fin de compte à travers son obsession sur la musique enfin sur sur la première de ses compositions, à complètement faire un breakout. Euh, et il était rentré à l'hôpital et je me suis dit bon ben voilà, j'ai trouvé mon protagoniste. Ça a pris du temps en fait. Je pense que c'est une histoire de le fait de s'intégrer dans un hôpital, c'est dans un hôpital psychiatrique, notons plus, c'est une histoire de patience. Et euh, quand j'ai que ce soit avec l'hôpital et puis aussi avec Martine, on a pris beaucoup de temps. Je suis venu, revenu. On filmait pas. On parlait. Euh, on faisait pas grand chose parfois. On s'allongeait enfin on s'asseyait dans l'herbe et on discutait. On fumait des clopes. Euh, je, pour moi, je pense qu'il y avait le fait que je suis pas venu avec une idée préconçue, qui est qui aurait été de dire bon ben voilà, je vais faire un film
sur ce sujet dans l'hôpital pour parler de ce type de traitement psychiatrique ou pour parler euh, de la souffrance des patients en général ou de la joie des patients en général. Je suis pas arrivé avec une idée préconçue, donc au bout d'un moment, j'ai pas été considéré, j'ai jamais été considéré comme un patient. Euh, Au bout de quelques mois, j'avais quand même une caméra qui était sur l'épaule, mais je dérangeais plus. Et bizarrement, en fin de compte, avec les patients, ça a été relativement rapide. Euh, J'avais l'a priori, en fin de compte, que ce serait très difficile, en fin de compte, de s'intégrer dans un hôpital psychiatrique et que je dérangerais tout le monde. Donc, j'avais réfléchi en bon réalisateur un peu carré. Je me suis dit bon bah alors il va falloir que je trouve une caméra très petite, que comme ça on me voit pas vraiment. Euh, Comme ça je dérangerai pas, j'aurai un petit truc un peu qui ressemblera à un appareil photo. Bon, les gens verront bien que j'ai un truc, mais ça va pas être dérangeant. Je vais pas interférer dans les situations qui se passent devant moi et je vais pas être gênant. Et en fait, les patients très vite, à partir du moment où en fin de compte ils m'avaient accepté, le fait que ce soit moi avec une grosse caméra ou moi sans grosse caméra, peu importe, c'était moi qui étais accepté. Donc, euh, à la limite, c'était plutôt plus difficile avec le personnel hospitalier qui avait envie, qui aurait aimé diriger un documentaire vers une direction particulière ou qui était plutôt poseur et qui avait plutôt peur ou poseur vis-à-vis d'une caméra que les patients qui, au final, au bout d'un moment, voilà, c'était comme dire, bah tiens, il y a Artemio qui a une veste, bah, là, tiens, il y a Artemio qui a une veste et une caméra. Voilà. Donc c'était étrangement pas si difficile, au-delà des autorisations et des choses comme ça, qui elles peut-être étaient plus compliquées, euh, euh, mais d'être accepté par les patients, ça l'était pas. Toute l'approche, en fin de compte, était une histoire de confiance, de lui vis-à-vis de moi et de moi vis-à-vis de lui d'ailleurs. C'était dans les deux sens, c'est comme une vraie relation. C'est pas juste dans un sens d'un dominant et d'un dominé. C'était dans les deux sens où on n'a pas. Je lui ai dit assez rapidement que j'avais envie de faire un film et de faire un film qui le suive euh, sur lui et qui le suive. Mais j'ai pas sorti la caméra. Je suis pas sorti. On n'a pas commencé à filmer. Euh, on a parlé. On a appris oui, on a appris à se connaître. On est devenus proches. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que à un moment, bah voilà, il m'a oublié. Enfin, il m'a pas, il a oublié en fait le fait euh, d'être filmé parce que je veux dire, euh, c'était devenu quelque chose d'assez organique. En fin de compte, bah voilà, il y a Artemio, mon ami, qui filme. Euh, euh, et, euh, et, euh, et moi, je filmais quelqu'un qui me touchait. Donc tout tout ce toute la je me suis mis en danger d'une certaine manière en étant complètement impliqué et en ne prenant pas de distance au moment du tournage dans ce que j'allais filmer ou dans ce que je filmais dans mon rapport avec le protagoniste, mais en même temps ça provoquait tout ce qui faisait que euh, il y avait justement lui de son côté il n'y avait pas non plus de distance. Donc il n'était pas dans une histoire de pose ou de représentation, etc. Oui, il y en avait un petit peu. À chaque fois qu'on allumait la caméra, ça durait pendant 2 minutes. Il faisait un truc un peu, voilà, quoi, comme les gens font ouah 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 avec leur bouche avant de parler pour avoir la voix plus claire, quoi. À la différence d'autres patients, il y avait des patients qui n'avaient pas conscience réellement de la caméra parce qu'ils m'avaient accepté et que voilà, ils savaient qu'il y avait une caméra, mais bon, au bout d'un moment, ils en avaient plus rien à faire. Martine étant particulièrement intelligent et étant à la frontière entre folie et normalité, euh,
lui en était conscient, mais plutôt que l'oublier, en fin de compte, il l'acceptait. J'ai commencé à voir l'écriture du film quand même avant de commencer à tourner. C'est-à-dire que il y a eu tout ce moment où, en fin de compte, je me suis obligé à être vierge pendant tout le moment où je rencontrais Martine, en me disant c'est pas moi qui dois venir avec une idée préconçue et bâtir un sujet ou bâtir un scénario à partir d'idées que j'aurais pu avoir avant de connaître Martine. Donc j'ai appris à connaître Martine et après j'ai commencé à bâtir une réelle histoire. Même le scénario en soi était très structuré dans son arc dramatique, même dans son écriture, proche même de l'écriture d'une fiction, enfin de la dramaturgie d'une fiction. Il y a rien de fictionnel dans le film, mais j'avais toujours en même temps l'idée que de toute façon, même si cette approche pouvait être structurée, elle était forcément complètement flexible puisqu'elle dépendait d'un caractère et d'un protagoniste en particulier qui, lui, était pas prévisible. Après, le fait de le connaître et d'avoir appris à le connaître fait qu'à partir d'un certain moment, on peut se douter des réactions ou des prochaines actions que va faire la personne. C'est-à-dire que au départ, je savais pas évidemment qu'il allait sortir de l'hôpital. Quand j'ai commencé à tourner, par contre, je le savais pas. Mais en même temps, je me disais, il en a envie et potentiellement, il peut. Donc c'est peut-être, ça, c'est un des possibles. Un des possibles, c'est, il va sortir de l'hôpital. Il y avait aussi un autre possible qui était de se dire, bah non, en fait, il va pas y arriver, il va jamais sortir de l'hôpital. Mais plus ça allait, plus je me disais, bon, en fait, il y a beaucoup plus de chances qu'il sorte de l'hôpital. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit dans le film. Voilà, c'est comme comment expliquer, c'est comme quand on se dit qu'on va faire un documentaire sur sa mère ou son père ou son meilleur ami. À un moment, on le connaît tellement bien, son meilleur ami, que on sait pas ce qu'il va faire demain ou après-demain ou dans une semaine. Mais en même temps, on peut se dire, bah, à mon avis, c'est ce qu'il aime et c'est ce dont il a envie. Et il va peut-être faire toutes les choses ou il va pas y arriver parce qu'il n'a pas la velléité il n'a pas la volonté de passer au-dessus. Voilà. Le fait que le film soit proche de la fiction dans sa manière de raconter les choses, ça existait dès le scénario et dès la volonté, avant de monter le film. Ce qui m'intéressait de raconter, c'était pas des faits, c'était raconter l'histoire de l'évolution de Martine et de qu'est-ce qui allait se passer pendant les 3 ans qui ont duré à peu près le tournage et quelles allaient être ses évolutions, quelles allaient être ses oscillations émotionnelles, comment il allait parfois tomber, parfois comment se relever. Et il y avait des choses, il y avait même dans le scénario, pour un documentaire, des choses très 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 écrites. C'est-à-dire que je décrivais des situations avec des dialogues possibles, par exemple. Évidemment, on les retrouve pas dans le film par la suite parce que les dialogues possibles, il en a fait des différents et les situations ont été différentes. Mais en même temps, elles allaient dans le même sens. Donc, il y avait l'ébauche d'une fiction, enfin de la dramaturgie d'une fiction, pas d'une fiction, mais de la dramaturgie d'une fiction ou de l'arc dramatique d'une fiction dès le départ. Après, dans beaucoup de documentaires qui ne donnent pas où il n'y a pas d'interview, où il n'y a pas de voix off, d'archives. En tout cas, il y en a très très peu. Ça, les choses se font beaucoup au montage parce que l'histoire aussi, on la retrouve et continue de la créer aussi au montage. On a, c'est de manière assez
ambivalente. En fin de compte, on a quelque chose d'assez établi dans la dramaturgie au départ, dans le scénario, et en même temps, une fois que tout est tourné, on ne peut pas s'appuyer sur justement des moments d'interview où on dirait bon ben voilà, il parle pendant 5 minutes de la musique classique du XVIIIe siècle et qu'on pourrait mettre en fabriquant des chapitres basés sur les interviews, basés sur des moments d'archives ou basés sur une voix off qui viendrait illustrer un propos. Donc très vite, on se dirige vers la manière de raconter les choses comme une fiction. Après, au montage, c'est parce qu'on a une matière brute et qu'on a beaucoup de matière, pas comme dans un film qui est découpé, on recrée encore plus cette histoire, tout en étant complètement honnête avec le personnage, ou tout en étant honnête avec son évolution. On le recrée presque, bah voilà, on est des filmmakers, quoi. Et oui, il y a un travail d'orfèvre au montage, un travail de création structurelle, et après de jouer avec la subtilité des sentiments. C'est pas des coups du hasard, c'est le fait d'être là. C'est le fait d'être là. Avec le patient Carlito, était en confiance, et c'est un patient qui se plaint tout le temps, qui est tout le temps en train, qui souffre beaucoup et qui se plaint tout le temps. Et Martine ce jour-là, mais Martine, non pas seulement ce jour-là, Martine est quelqu'un de généreux, et en fin de compte il avait envie de donner, il avait envie d'aider ce patient qui va beaucoup plus mal que lui, et qui ce jour-là allait beaucoup plus mal que lui. Et ce qu'il a voulu lui donner, et c'est ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire lui donner la musique. Et ce patient, au départ de la scène, le patient se plaint, il est triste, il s'est fait taper dessus, et il se fait toujours taper dessus. Il se fait taper dessus souvent, mais il se fait taper dessus, il a mal, il est en souffrance, et Martine, au lieu de le prendre uniquement dans ses bras et lui dire bon bah, ou lui prendre la main et lui dire bon bah ça va aller, et pas savoir quoi dire, il dit bah, il lui donne la musique. D'abord, il lui donne en lui faisant écouter, et ça le calme un petit peu. Et après, il lui apprend à jouer la musique. Il joue le patient, l'autre Carlito joue évidemment pas bien du tout. Enfin, il s'est pianoté un do ou un ré, et quand il fait do ré, il a l'impression qu'il sait jouer du piano. Mais Martine lui transmet ça, et ils jouent ensemble. Et d'un moment où, en fin de compte, deux personnes existent séparément, ils deviennent unis avec Martine, qui généreusement lui transmet sa musique, et ils partagent cette musique, et d'ailleurs Carlito devient particulièrement content à ce moment-là. Ça, c'est un peu l'histoire de cette scène. Puis ils nous ont complètement oublié à ce moment-là. Alors c'était dans un simple moment de générosité, le fait que, et nous on s'est pas beaucoup approché, on s'est pas non plus très éloigné. L'important c'était d'être avec eux et d'être participant à cette scène. On a rien demandé à refais ça, tu veux pas bouger ta chaise de nouveau, ou allumer de nouveau une cigarette, etc. Pour le moment où il est tombé, qui est plus tard dans le film, qui a un concert un petit peu, un premier concert quand il est sorti de l'hôpital, où il est face à du beau monde, à une bonne société bourgeoise de Buenos Aires, un concert un peu établi. Il est tombé parce qu'il a cassé sa chaise. Il a cassé sa chaise. Il est un petit peu rond et il bouge beaucoup, Martine. Et quand il joue pas passionnément, donc il casse souvent des chaises. Alors je sais pas si les chaises sont moins solides en Argentine, mais c'est vrai que avec moi, il a dû casser 4 ou 5 chaises dans des moments où j'étais avec lui. Et là, il a cassé la chaise en jouant du piano à un moment super compliqué.
À mon avis, c'est parce que la chaise était vieille. C'était une vieille chaise sur laquelle avait joué Stravinsky. Quand même, Stravinsky est mort depuis pas mal de dizaines d'années. Donc c'était une vieille chaise et il jouait sur le. Alors il a pas réussi à casser le piano parce que bon, même si c'était le piano sur lequel avait joué Stravinsky qui avait habité à Buenos Aires, donc ça s'est pas cassé. Mais la chaise, bon, à mon avis, Stravinsky devait faire 50 kilos ou 45 kilos et la chaise avait été faite pour lui. Et quand elle a vu Martine, la chaise, elle a pas résisté. C'est pas un mouvement de réalisateur. J'ai pas scié la chaise. Si c'était la question. Et donc il tombe. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que il sait réagir, qu'il apprend ce qui s'est passé en fin de compte à ce moment-là, c'est que il sait se relever. Et c'est d'ailleurs assez à l'image de tout ce qui se passe dans le film et qui est très proche de ce qui se passe dans la vie en général. C'est que il tombe et il se relève. Dans l'écriture du scénario, j'ai évidemment pas écrit des choses comme il va s'asseoir sur une chaise, il va jouer dans un concert et il va casser la chaise. Ça, je pouvais pas l'écrire parce que je m'y attendais pas. Par contre, des moments de fragilité, je les avais écrits. Donc, ok, le moment est différent. Maintenant, le moment où il va essayer quelque chose et ça va pas marcher, ça, j'avais écrit. J'avais écrit une scène où, voilà, il va essayer de jouer et puis les gens vont pas applaudir. Ou il va mal jouer sur là et il va sentir qu'il a mal joué. Ou il va pas y avoir de partage avec le public. Et après, il va jouer quelque chose, il va jouer sa propre composition et là, ça va le toucher. Donc, j'avais écrit des scènes qui évidemment n'est pas la même et peut-être était beaucoup moins forte, mais qui disait exactement la même chose. Parce que en connaissant Martine, je me disais, voilà, ça va se passer puisque de toute façon, c'est quelque chose qu'il fait et c'est quelque chose qu'il est. Le fait de transmettre à Carlito, je savais que c'était quelqu'un de généreux et c'était quelqu'un qui échangeait sa musique. Je savais que c'était quelqu'un qui aimait jouer aussi pour les autres. Je savais que c'était quelqu'un qui aime le public de l'hôpital, des patients parce qu'ils n'ont pas d'inhibition et qui me disait en fait les patients, j'aime bien jouer pour les patients parce qu'ils peuvent pleurer ou parce qu'ils peuvent se lever et danser sur du Mozart plutôt qu'être assis et écouter religieusement une sonate. Ils vont éventuellement se lever sur la sonate et ils vont faire des tours sur eux-mêmes parce que voilà, ça les émeut. Mon rêve de cinéaste, en fait, le rêve de tout cinéaste, c'est de pouvoir parler. C'est un rêve de communication et de partage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'histoire de Martine me touche parce que quelque part, c'est relativement facile pour moi de m'identifier. Il a le même parcours. Je pense que le rêve de chaque cinéaste, enfin de moi en tant que cinéaste, c'est de pouvoir être toujours insatisfait et de continuer à être en doute permanent à chaque fois que je commencerai un nouveau film, de vivre, de continuer à découvrir à tout moment et de pas répéter des choses bien apprises. On fait un métier, c'est pas un métier en fait, on fait quelque chose d'extraordinaire qui est faire du cinéma et le fait d'être réalisateur ou d'être cinéaste, c'est pour moi, en tout cas pour moi, c'est guidé uniquement par une passion et par une curiosité. Et ce que je peux rêver, c'est que jusqu'au moment où je ferai plus de films parce que je serai mort, je serai toujours curieux.